Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue du coup sur notre live sur Facebook. Ce soir, nous allons parler de la pédagogie nord-américaine et de la place de l'anglais dans le monde. Je vais débuter juste par une petite présentation du CEFAM pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, le CEFAM, on est une école franco-américaine de commerce et de management. On est basé à Lyon. Et depuis 35 ans, en fait, on vous propose de venir faire 3 années chez nous sur la même base pédagogique que dans les universités nord-américaines pour qu'en 4e année, vous puissiez faire un choix, soit rester chez nous, soit rejoindre une de nos universités partenaires aux États-Unis comme au Canada et y être transféré et à la fin obtenir un double diplôme. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à revenir vers nous plus tard. Ce soir, j'accueille deux personnes qui travaillent chez nous au CEFAM, qui sont toutes les deux anglophones de naissance et qui vont du coup nous parler un petit peu de toutes ces choses-là, répondre à mes questions. Donc sans plus attendre, je vais accueillir Dr Ruchi Anand, qui est notre directrice du corps professoral. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ruchi Anand. Je suis, comme Mathieu a dit, directrice du corps professoral à CEFAM. Je suis née en Inde, j'ai fait mes études aux États-Unis et je suis en France depuis 2001. Merci Ruchi, tu réponds déjà aux premières questions, donc c'est parfait. Nous allons maintenant accueillir donc Rachel Stowe, qui est la directrice du coup du recrutement à l'international au CEFAM. Bonjour tout le monde. Bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. Et comme tu as bien dit, je suis Rachel Stowe, je suis directrice des admissions internationales au CEFAM. Je suis américaine comme naissance, je viens de Tennessee, de Nashville. Et j'ai habité 8 ans en Italie et maintenant ça fait 2 ans et demi que j'habite en France. Et que tu travailles donc au CEFAM, voilà. Du coup, alors quels sont un peu vos rôles respectifs? Parce que j'ai donné les titres de vos jobs, mais quels sont vos rôles? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Rachel, par exemple? Oui, donc tout d'abord, je recrute les étudiants de l'étranger pour venir à étudier au CEFAM. Donc, c'est-à-dire les étudiants qui veulent participer dans le programme de double diplôme et aussi les étudiants qui veulent venir pour faire un court séjour, un semestre ou une expérience, bref, pour avoir une expérience en France et au CEFAM. Et en plus, je m'occupe des partenariats avec les universités étrangères, soit aux États-Unis, soit dans les autres pays. Et je m'occupe du développement international, donc pratiquement tout le monde international, voilà, les étudiants, les partenariats, le développement, etc. D'accord, super. Et donc, Ruchi, par rapport à toi? Ok, comme annonce mon titre, parce que je suis directrice du corps professoral, je suis un peu dans le management de tous les professeurs qui enseignent à CEFAM. Ça veut dire c'est moi qui gère un peu tout ce qui est pédagogie, les syllabus, les cours, le métier dans les cours. En plus, je fais un peu de recruitment quand on embauche des nouveaux profs pour être sûr qu'ils ont la vision de l'école comme on a, ça veut dire pédagogie américaine. Il y a aussi des programmes qu'on a avec des partenariats. Alors, c'est pour parler avec les profs qui sont partenaires dans les universités partenaires pour être sûr qu'on est sur le même longueur d'onde et être vraiment bien synchronisé par rapport à la pédagogie qu'on donne aux élèves. Je suis aussi censée discuter, parler, échanger avec nos partenaires des fois avec le programme Erasmus, parce qu'on a pas mal de profs qui font des échanges dans les pays de Europe et aussi en dehors de Europe, et un peu de tout, mais tout lié à la pédagogie de CEFAM, et pour être sûr que c'est bien géré comme on veut. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci à toutes les deux en tout cas pour ces petites introductions.
On va passer un petit peu à des questions un peu plus en rapport avec le sujet de ce soir. Donc, vous avez toutes les deux une expérience assez remarquable de la pédagogie nord-américaine, que ce soit au niveau académique ou autre. Qu'est-ce qui change vraiment avec la France, Rachel? Donc, je dirais deux choses sur la pédagogie américaine qui est assez remarquable ou différente. Tout d'abord, c'est au niveau philosophique, c'est vraiment une pédagogie de liberal arts en général. Donc, ça veut dire que quand on rentre surtout à l'université, mais aussi au lycée, on a la spécialisation, mais l'idée, c'est d'avoir aussi quelques cours dans beaucoup de disciplines. Donc, même si on étudie, comme moi, j'ai étudié littérature et les langues, mais j'ai dû suivre quand même les cours de sciences, de mathématiques, parce que l'idée, c'est que quand l'étudiant est diplômé, qu'on peut tenir un discours quand même en beaucoup d'arguments, pas seulement la spécialisation. Donc, on focalise surtout sur la spécialisation, mais qu'on a quand même des expériences plus vastes, plus générales. Et la deuxième chose, c'est quand même le rapport avec les profs. Déjà, dans la salle de classe, c'est plutôt un discours que l'étudiant en a beaucoup à apprendre du prof et de ses expériences, mais c'est toujours la possibilité, tu as toujours la possibilité de t'exprimer et de parler avec les profs, et même au dehors de la salle de classe. Par exemple, prendre un café ou un déjeuner comme ça. Je peux dire maintenant une histoire personnelle que maintenant qu'on part pour les fêtes de Noël, j'ai un ancien prof de mon université qui est en train de voyager en Europe, donc on va passer le Noël ensemble. Donc, c'est vraiment un rapport qui peut quand même aussi continuer après les études. Donc, ça sont les deux choses, je pense, qui sont vraiment remarquables de la pédagogie nord-américaine. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que le CFAM prépare ses élèves à la pédagogie nord-américaine, Ruchi par exemple? Bref, je veux dire oui, on prépare bien nos élèves avec la pédagogie américaine. Mais je vais d'abord commencer et être d'accord avec Rachel qui a annoncé que la pédagogie américaine est très, très différent à l'approche de la pédagogie française. Notamment, en fait, la pédagogie américaine est plutôt pédagogie inversée par rapport à la pédagogie française qui est plutôt frontale. Ça veut dire qu'en fait, en France, on a un programme qui est un peu préétabli et avec des connaissances à valider, et on reste vraiment très carré et près de cette façon de faire des choses. La pédagogie américaine propose aux élèves d'être acteurs de leur formation en mettant l'accent sur la participation, collaboration, et aussi vraiment elle pousse davantage les élèves vers l'autonomie on les encourage réflexion, l'expression, argumentation. Ces valeurs sont fortement valorisées dans notre pédagogie américaine et aussi du coup à ces femmes. Et souvent, en fait, on prépare les élèves de des fois challenger même le prof avec leurs propres idées et engager le débat et arrivent à défendre leur point de vue. Que ça se fait pas aussi souvent dans la pédagogie française. Alors là, comme Rachel a dit, en fait, c'est différent parce qu'on est plus global, on reste pas trop sur les dynamiques de carré. Et aussi par rapport aux notes, on est différent. Pédagogie française, on a 0 sur 20, si vous voulez. Et nous, en fait, le système scolaire américain, on est basé sur les lettres A, B, C, qui sont associées avec les plus et les moins. Bien sûr, le F, c'est fail, c'est qu'on n'a pas réussi. Et en fait, ça apporte beaucoup de souplesse. Et c'est là qu'on arrive à donner des notes, pas basées juste aux devoirs qui sont faits ou pas, mais on juge globalement si les élèves sont avancés par rapport à leur capacité de réflexion, son attitude, son assiduité.
Et c'est un peu ça. Alors, j'espère que je n'ai pas trop parlé, mais je suis prof. Alors, forcément. Merci, Mathieu. Pas de problème. Alors, vous êtes toutes les deux nées dans des pays anglophones. Donc, comme vous l'avez dit, Ruchi, toi en Inde et Rachel aux États-Unis. Et vous avez toutes les deux vécu dans des pays qui sont anglophones, mais aussi, comme aujourd'hui, des pays qui sont non anglophones. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la place de l'anglais dans le monde? Je ne sais pas, Rachel, Oui. qu'est-ce que tu penses de l'anglais dans le monde? Alors, mais je pense sûrement que l'anglais, ça existe toujours comme une langue internationale. Je dirais que oui, moi, en habitant dans un pays non anglophone, c'est important de savoir la langue du pays où j'habite. Mais une fois qu'une personne a l'idée de tourner vers l'international, l'anglais est vraiment, vraiment important. Et je crois que quand un employeur voit un curriculum, un CV d'une personne qui postule et c'est une entreprise internationale, c'est donné pour acquis que quand même le candidat va savoir l'anglais. Donc, c'est vachement important, mais surtout quand on veut la possibilité de tourner à l'international, même si c'est deux pays, par exemple, l'Espagne et la France, que en général, peut-être un Français qui ne connaissait pas l'espagnol et un Espagnol qui ne connaissait pas le français, ils communiquent en anglais. Donc, même si c'est pas la langue maternelle pour les deux, c'est la langue qu'ils vont plus naturellement vers. Donc, je pense que le rôle est toujours vachement important. D'accord. Ruchi, quelque chose Oui, en fait, la place de l'anglais dans le monde, je veux dire, en fait, il y a le côté personnel et aussi côté professionnel. Alors, personnellement, parce que j'étais née en Inde, dans un pays qui est anglophone, parce qu'on était colonie de l'Angleterre. Après, j'ai fait mes études aux États-Unis et enfin, je suis en France. Et je peux dire que personnellement, c'était l'anglais, malgré le fait que je parle 5 langues. C'est l'anglais qui m'a vraiment aidé à parler, communiquer dans le monde entier. Professionnellement, bien sûr, l'anglais, c'est une langue officielle de 53 pays dans le monde. Il y a quand même 400 millions des personnes qui parlent l'anglais. Et dans vraiment tous les métiers, forcément dans le monde de commerce, on voit que commerce, sciences, la technologie, l'anglais, ça devient vraiment la langue très, très importante. Professionnellement aussi, aujourd'hui, les recruteurs demandent à leurs candidats maîtrise de l'anglaise. Et aussi, c'est pour les employés, c'est plus en plus quelque chose de nécessaire. Sans anglais, d'avancer, c'est pas très facile. Au niveau de salaire, on a toujours un peu plus d'accès aux postes qui sont internationaux. Et même en France, là, de plus en plus, on a des entreprises qui sont internationales. Et malgré le fait qu'il y a d'autres langues, je ne veux pas dire que l'anglais est vraiment la langue plus importante. Ça dépend de nos objectifs perso et professionnels. Mais globalement, on a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, autant il y a quelques années, l'anglais, alors, parler anglais plus il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient, c'est pas un must, mais ça devient vraiment quelque chose qui est demandé, qui est recherché. C'est-à-dire qu'à choisir entre deux personnes, quelqu'un qui va parler anglais et quelqu'un qui ne va pas parler anglais, on va toujours partir sur la personne qui parle anglais parce que il y a plus de perspectives, parce que aussi ça montre qu'on s'intéresse à autre chose que ce qu'on nous a donné depuis toujours, parce que le français, on nous l'a donné à l'école, on nous l'a appris, alors que l'anglais, il faut s'intéresser un petit peu plus, il faut travailler un peu plus, donc ça montre aussi cette motivation. Et puis, si vous voyagez, on a toujours besoin de parler anglais. On peut toujours se faire comprendre quelque part quand on parle anglais. Ouais. Et du coup, l'anglais, c'est un peu la langue officielle utilisée pour communiquer dans le monde professionnel, mais pas que. Et comme je vous disais, est-ce que pour vous, c'est plus ou moins
aujourd'hui un minimum de savoir parler anglais aujourd'hui? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va devenir un minimum pour vous? Rachel, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, je pense que j'ai commencé à dire ça avec l'autre question, que ce que j'ai compris, moi j'étais prof aussi quand j'étais en Italie, et ce que j'ai compris, par exemple, de mes anciens étudiants, que pour eux, c'est quand ils postulent un travail, c'est vraiment un minimum qu'ils savent déjà l'anglais. Et au-delà de ça, je peux dire que j'ai pensé aussi à quelqu'un, par exemple, qui a une entreprise dans une ville comme Lyon, qui est peut-être un petit magasin ou quelque chose comme ça, qui est, en général, ils opèrent plus ou moins en français, mais une ville touristique. Donc, à moins d'avoir une base, de pouvoir gérer avec un client dans votre propre entreprise, d'avoir au moins un niveau comme ça d'anglais. Je pense que ça aussi, c'est important. Au moins, conversationnel, je veux dire. Pas maîtrisé, mais quand même à ce niveau. Donc, je pense que c'est vraiment diffusé dans le monde professionnel, mais beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'on ne demande pas forcément aux gens d'être bilingues. Oui. C'est vraiment la capacité et surtout la volonté en fait de s'exprimer. Ça montre une certaine curiosité, mais c'est vraiment cette volonté. Et même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Le tout, c'est de se faire comprendre. La communication, c'est la clé. Et donc, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ruchi, qu'est-ce que tu rajouterais, toi, à cela? Comme on a mis la question, c'est est-ce que c'est vraiment le minimal? Oui et non. Je vais insister sur le fait qu'en fait, il y a des raisons perso et professionnelles qui peuvent vraiment aider à répondre à ces questions, parce que je connais des gens dans mon pays. Quand je dis dans mon pays, j'habite à Valence-Rhône-Alpes. Il y a des gens qui ne sont pas sortis de Valence, qui ne sont même pas allés à Paris, et ils sont bien heureux. Alors, je veux pas juger les autres. Mais après, si on veut vraiment progresser vers le monde international, toucher plus et s'intéresser plus sur les autres pays, les autres cultures, cuisine, les façons de vivre, pour apprendre plus dans le monde. Je pense que ça s'ouvre le monde entier pour nous. Alors, sûrement, c'est un minimum si on veut faire ça. Et ouais. Ah, mais tu as entièrement raison. Après, c'est pas un constat pour des choses qu'on prend pour acquises et que tout le monde doit être comme ça. Mais c'est vrai que si on veut se tourner vers l'international et qu'on veut découvrir le monde et travailler pas que en France, mon que n'étant pas négatif, l'anglais devient nécessaire. Ouais, même en fait, si on reste chez soi, en ce moment, avec la télé, Netflix, médias, tout ce qui est technologie, même si on ne veut pas, forcément, on est obligé d'apprendre quelques mots d'anglais pour... même si on ne veut pas. Alors, petit à petit, je pense que ça devient... ça vient chez nous, même si on ne veut pas vraiment sortir de la petite boule de confort. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Du coup, alors, vous êtes toutes les deux polyglottes, vous parlez plus de langues que la majorité des personnes, plus que moi déjà. Quel est le meilleur moyen pour vous d'apprendre une langue et la culture qui est associée? Ruchi, on va démarrer par toi. Après, il existe nombreuses façons d'apprendre et d'améliorer en anglais, par exemple. Après, il faut, pour moi, tout d'abord connaître un peu le vocabulaire. Même si on fait des fautes de grammaire, c'est pas grave. Comme tu as dit, Mathieu, avant, le but, c'est de communiquer. Et juste pour raconter une petite histoire sur parce que mon parcours, parce que quand je suis venue en France, je parlais pas un mot de français. Alors, c'était en fait avec le dictionnaire anglais-français, tu commences à noter tous les mots qui sont pareils. Il y a pas mal qui sont pareils. On commence par ça. Après, sûrement de voyager, d'être plus appliqué vers les autres et avoir vouloir de parler. Chercher une activité qui nous sort de notre zone de confort, et c'est moins pénible d'apprendre une langue quand on a envie de parler, envie de discuter. Voilà, je pense que c'est... Ouais.
Oui, d'accord. Rachel, Je pense que la dernière point qu'elle a fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est vraiment la motivation. Et ce que je veux dire par ça, c'est, je peux donner l'exemple de moi-même que le français, j'avais étudié à l'école pendant les ans, et c'était toujours à l'école. J'étais jamais à côté de quelqu'un français qui me poussait vraiment pour le parler. Je l'ai étudié. Et puis, après des ans, je suis venue en France pour vivre pendant 1 an. Et au début, je comprenais pas trop bien. J'ai mis beaucoup de temps de vraiment pouvoir comprendre. Mais c'était ça, cette dernière action qui m'a vraiment poussée pour l'apprendre. Et par contre, quand je suis allée à vivre en Italie, je comprenais pas un mot d'italien. Et j'ai appris en quelques mois, parce que c'était vraiment une motivation, un besoin. Donc, je pense que tout d'abord, c'est ça, c'est en ayant l'occasion, le pouvoir de passer du temps dans le pays, parce que ça, c'est vraiment le besoin, la motivation de besoin. Et au-delà de ça, je retourne aussi à l'autre point que Ruchi a fait avec le Netflix. Et je pense que beaucoup de mes étudiants qui savaient l'anglais le meilleur, c'était eux qui adoraient la musique en anglais, la télévision en anglais, les films en anglais, qui voulaient voir en langue originale. Et je pense que ça aussi, c'est une bonne motivation parce que tu as vraiment envie de savoir ce qu'ils disent exactement. Et comme ça, tu apprends aussi beaucoup de l'argot et l'anglais vraiment vivant, l'anglais vrai qui en parle sur la rue tous les jours. Donc, je pense que c'est surtout ça, ces types de motivation. d'accord. Et alors moi, si je peux donner aussi mon avis là-dessus, mon humble avis, je pense que ce qui fait aussi, qui facilite l'apprentissage d'une langue, en plus de la motivation et des moyens, c'est l'immersion. Si je prends mon exemple personnel, moi j'ai de la famille en Espagne, et donc quand j'étais enfant, on allait très souvent en Espagne l'été, et je passais 1 mois en Espagne, et du coup en fait, j'étais quasiment bilingue en espagnol. L'anglais, c'est venu de la même façon. C'est en étant en immersion, en étant immergé dans la culture anglaise, en étant dans les pays, en étant tous les jours à discuter, à parler, à écrire et à réfléchir en anglais. Et puis ça vient comme ça. Je pense que c'est le meilleur des moyens. Vous parlez de Netflix. Aujourd'hui, on a cette chance-là. Enfin, les gens ont cette chance-là, c'est d'avoir accès justement à tous ces contenus en anglais avec des sous-titres. Moi, à mon époque, il fallait chercher les séries qu'on pouvait trouver en anglais, les télécharger souvent de façon pas très légale, et puis on pouvait avoir ce contenu-là. Mais il fallait avoir cette volonté. Aujourd'hui, on a cette possibilité. Je pense que c'est une des façons les plus simples d'apprendre, d'habituer son oreille à la langue, mais après, il faut aussi le parler. Et du coup, il faut faire cet effort d'aller vers les gens et de le parler. Et Ruchi, tu as soulevé un point qui est clé selon moi, c'est qu'il faut avoir le vocabulaire. Le vocabulaire, on le gagne comme ça. Si on fait des fautes de grammaire, de conjugaison, c'est pas grave. Du moment qu'on a le vocabulaire, on peut se faire comprendre. Et c'est comme ça que la langue rentre et qu'on peut communiquer ensemble. Du coup, en anglais. Est-ce que vous auriez peut-être un petit conseil à donner, free tips, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront? Je peux dire que c'est une chose qu'on avait discuté aujourd'hui, Mathieu, c'est dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et c'est de ne pas se gêner pour parler. Parce que la première fois que tu t'entends que tu parles une autre langue, ça fait un peu bizarre. Et donc, c'est vraiment oser de parler, si tu as l'occasion avec quelqu'un dans une fête ou je ne sais pas quoi, oser, d'essayer de vraiment et se jeter, de vraiment se passer les premiers jeunes de langue. Parce qu'une fois que tu passes cet obstacle, je pense que ça va venir très, très facilement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ruchi? Avec ce que Rachel a dit, je vais ajouter que
tout à l'heure, j'ai dit, on a le choix si on ne veut pas aller trop loin ou sortir de nos zones de confort. Et là, je dis, franchement, osez. Partez de chez vous et c'est trop beau. Le monde est vaste et énorme. Il y a trop de choses à apprendre et avec une langue, on a les clés pour aller chercher le monde qui reste trop petit si on ne veut pas se lancer dans une langue. Et pour moi, je peux dire que moi, j'étais née en Inde. Mes parents venaient de Pakistan. À l'époque, c'était un pays. Et franchement, même si j'adore Hindi, Urdu, Punjabi, je parle tout ça, mais sans l'anglais, sans vraiment d'avoir voyagé, alors osez. Et puis, je pense que vous n'allez pas regretter. Bah, écoutez, je pense qu'on a le mot de la fin. Je voulais vous remercier toutes les deux pour avoir pris ce temps, avoir pris le temps de nous parler en français aussi, qui n'est pas votre langue maternelle, mais je tiens à vous dire que vous parlez toutes les deux très très bien français. Voilà, je vous remercie. Je remercie à toutes les personnes qui étaient là et à tous ceux qui nous regarderont plus tard. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. On sera toujours ravis de vous avoir au CFAM, de répondre à vos questions, même si c'est pas pour faire le CFAM, mais voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez venir voir l'école, tester l'école, avec grand plaisir. On sera ravis de vous montrer ce que c'est, de vous montrer ce qu'est la pédagogie nord-américaine et comment on peut progresser rapidement en anglais grâce à cette immersion. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout de très bonnes fêtes à venir, de fêtes de fin d'année. Voilà, profitez au maximum. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Merci Mathieu. Merci. Merci Rachel.